Bonjour à tous, je suis en compagnie de Irina et Jean-Marc et aujourd'hui on a choisi le thème du mental. Alors le mot mental déjà interpelle par sa consonance puisqu'on y voit deux parties. La première partie ment, du verbe mentir, et al, on retrouve cette consonance dans le mot Allah, qui veut dire Dieu. Si maintenant on associe les deux mots, mentir et Allah, et Dieu, voilà, on pourrait interpréter ça comme le mensonge de Dieu. Alors est-ce que le mental est un mensonge? Est-ce qu'il est un mensonge de la vie? On va déjà essayer de comprendre un petit peu sa nature. Quand on évoque le mot mental et quand on essaye de regarder en nous ce que le mot désigne, il désigne la mémoire. Il y a une notion de mémoire dans le mental. Maintenant, si on regarde la mémoire dans le champ de notre vie, en nous, évidemment, on voit de la mémoire. On voit beaucoup de mémoire même. Eh bien, on s'est dit bonjour tout à l'heure, Jean-Marc et Irina. Voilà, cet instant est resté. Au moment où on s'est vu, on s'est reconnu. Et dans cette reconnaissance, évidemment, il y a de la mémoire. Maintenant, on peut penser à l'instant vécu, il y a une demi-heure, quand on s'est dit bonjour. Là, c'est du mental. C'est une mémoire contactée. On peut penser à ce qui s'est passé tout à l'heure. Donc, il y a l'instant où on s'est vu, où on s'est dit bonjour, et là, on s'est reconnu. Il y a de la mémoire dans cet instant de vie. Mais maintenant, on peut penser à ce qui s'est passé tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était une mémoire spontanée, on pourrait dire. Voilà. Mais maintenant, si je pense à ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est une mémoire contactée. On pense à ce qui s'est passé tout à l'heure. Mais tout à l'heure, lorsqu'on s'est vu, c'était une mémoire spontanée. Il va falloir un petit peu discerner et voir cette mémoire spontanée dont on se sert à longueur de temps et la mémoire contactée dont on se sert aussi beaucoup. Alors, on voit beaucoup de mémoire en nous. On a la mémoire de nos sensations, mémoire visuelle, mémoire auditive, mémoire gustative. Il y a la mémoire émotionnelle, la mémoire de nos sentiments. On peut très bien dire j'aime un tel, j'aime pas un tel, j'aime ceci, j'aime cela. Voilà, là, on fait appel à nos sentiments et on voit bien qu'il y a une mémoire relative à cet aspect, un aspect sentimental. Il y a la mémoire intellectuelle, la mémoire de nos idées. Là encore, on peut dire, tiens, j'ai telle idée sur la vie, je pense ceci, je pense cela. Les choses devraient être comme ceci ou comme cela, ou il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Voilà, on a la mémoire intellectuelle, on a la mémoire verbale, puisqu'on parle à partir d'un intellect. Et qu'est-ce qu'un intellect, sinon une mémoire verbale?
Donc on voit beaucoup de mémoires. On voit une autre mémoire, la mémoire de nos gestes. On a appris à faire des choses physiquement. On a appris à conduire, à faire la vaisselle, je sais pas, à passer l'aspirateur, à aller faire des courses. Il va falloir un petit éclairage en ce qui concerne cette notion de mémoire et puis cette faculté qu'on a de mémoriser à partir de nos instants de vie vécus, à partir de nos expériences. Parce que en fait, cette mémoire, elle est tout à fait naturelle à chaque instant de notre vie. Alors qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ça, Irina, Jean-Marc? La mémoire est là. Vous voyez, tout à l'heure, on s'est vu, on s'est dit bonjour, on s'est reconnu. Pour moi, c'est une mémoire contactée, comme je pense par exemple, je pense de mes proches. Pour moi, c'est comme un enregistrement ou sur le disque, ou par exemple comme un ballon que je tire. Mhm. Et je peux voir mes proches, ou par exemple, si je pense de l'autre chose, je tire un autre ballon et comme il y a dedans, il y a un contenu, il y a le contenu de mémoire. Oui. Mais cette mémoire, quand on pense, Oui, comment on pense? on Les vit ce que mémoires l'on pense. contactées. On vit ce que l'on pense. On vit cet instant maintenant, mais lorsque l'on contacte notre mémoire en pensée, on vit notre pensée, on vit ce que l'on pense. Donc cette mémoire, c'est un instant de vie, comme maintenant, seulement la vie en nous, ou cette lumière on a un petit peu commencé à regarder, qu'on appelle la conscience, éclaire un champ de conscience que l'on appelle le mental. Et on commence un petit peu à regarder ça. Tu parles de ta famille n'est pas là en ce moment, mais tu peux y penser. Il se passe quelque chose. Tu vas contacter quoi? Alors, nous, on va dire des traces laissées, parce qu'il reste bien des traces laissées de ce que tu as vécu dans ton passé. Et j'ai perçu comme si je pense de ma famille, comme je suis là avec ma famille. Oui, voilà, tu vois, on vit ce que l'on pense. La conscience fixe, se focalise sur le mental, sur le passé. On peut éveiller des souvenirs grâce aux mots. Les images viennent et on éprouve ce que l'on pense. On vit ce que l'on pense. On vit de l'émotion, du sentiment. Voilà. Si on ne pense plus, bien, voilà, c'est l'instant présent. On peut déjà bien discerner la mémoire spontanée, qui est là maintenant, de la mémoire contactée. Mais, comme on l'a vu, on a beaucoup de mémoire. Il y a de la mémoire de nos gestes, de nos sentiments, de nos idées, de l'intellect, parce que si maintenant je parle, c'est quand même grâce à une mémoire. C'est la mémoire des mots qui me permet de parler en français. Voilà. Et au-delà de toute cette mémoire, il y a une dimension, la dimension de la conscience libre, qui, elle, a la capacité, le pouvoir d'observer ce qui se passe dans le champ de la conscience d'un individu. Et ce qu'on est en train de regarder là maintenant, ce sont des capacités, des facultés propres à la vie. On a cette évidence en nous. Nous avons une partie mémorielle absolument naturelle, puisque à chaque seconde de notre vie, tout s'enregistre. Je sais pas, Jean-Marc, si tu as des choses à... Disons qu'on peut peut-être essayer de faire la distinction, on l'a déjà faite, mais entre la mémoire spontanée, qui elle n'est pas sonore, on ne pense pas, on ne parle pas en nous,
parce qu'on pourrait dire que penser, c'est parler en soi, par exemple. On n'a pas besoin de parler, d'utiliser les mots pour être en contact avec cette mémoire spontanée. On peut dire aussi que cette mémoire spontanée, celle qui nous permet, donc, comme tu disais, de conduire, par exemple, ou de jouer au tennis, de faire la vaisselle, de simplement traverser une rue, parce que c'est aussi la mémoire spontanée qui intervient, qui est présente sans qu'on s'en aperçoive quand on traverse une rue. Il y a donc tout un tas d'expériences qui ont été enregistrées et qui sont présentes spontanément, sans qu'on ait besoin de parler, de penser, d'utiliser des mots lorsqu'on traverse une rue. Donc on peut dire que cette mémoire spontanée ne nous dérange pas, elle est présente sans qu'on s'en aperçoive, mais elle est là quand même. Par contre, c'est plutôt, en tout cas pour ce qui me concerne, la mémoire sonore, celle qui utilise des mots, des images, qui peut poser problème, puisqu'on entend tout le monde dire oh, la nuit, ça n'arrête pas de penser, j'aimerais bien que ça s'arrête pas. Donc il y a bien une mémoire celle que tu appelles la mémoire spontanée, qui ne fait pas intervenir le son, les images, les mots, et la mémoire sonore, ce que tu appelles la mémoire contactée, qui elle, justement, est un monde intérieur composé à la fois d'images et de mots, de sons. Donc déjà, essaie de bien discerner les deux, quoi. Voilà. Ceci dit, on peut être spontané aussi avec les mots. Si on exprime simplement une chose que l'on voit en restant à ce que l'on voit. C'est-à-dire si on voit quelque chose, on l'exprime avec des mots, mais on n'imagine pas, on n'invente pas. On ne fait que exprimer verbalement ce que l'on voit. Oui, c'est-à-dire que c'est l'expression sonore, intellectuelle, d'une vue, spontanée, d'une aussi. constatation. Voilà, mais qui est spontanée aussi. Par exemple, Par exemple, on peut demander allumer s'il te plaît la télé, Voilà. ou je ne sais pas, ou ferme la porte. Ça, c'est mémoire spontanée. Verbale, voilà, on utilise les mots. Spontané, c'est les paroles de communication, c'est ça? Oui, très bien. C'est comme Voilà, on utilise cette mémoire spontanément pour communiquer. Voilà, oui, tout à fait. Donc il y a quelque chose de... Et ne n'y dérange pas, c'est... Voilà. Là où ça devient vraiment embêtant, c'est lorsque le mental, alors là vraiment on s'adresse à la dimension du mental, des pensées, lorsque le mental enchaîne de façon récurrente sur des sujets, et là évidemment on lance la machine à penser. Et cette machine, elle a une force en elle, et on ne peut pas l'arrêter comme ça, cette machine. Découvrir la nature du mental, la nature de nos pensées, et s'émanciper de l'emprise qu'il exerce en nous, dans le champ de notre dimension psychologique, est de toute évidence une épreuve majeure pour un être humain. En effet, lorsque nous voyons la place que prennent le mental et les pensées dans notre vie, nous comprenons que nous sommes face à un phénomène de taille, une entité qui nous subjugue et nous dépasse. Ce n'est pas l'homme qui contrôle le mental et ses pensées, mais l'inverse. Des forces psychologiques nous poussent de façons incessantes à penser, puis à réaliser des actes dans le monde physique. Il est évident que l'homme doit vivre, expérimenter, mais aussi découvrir et prendre conscience que cet aspect de la vie en lui le subjugue et le dépasse. Le mental, la mémoire, mais également le moi,
sont des aspects qui occupent une grande place dans notre vie. Les causes majeures de nos souffrances psychologiques résident et demeurent dans le champ même du mental et de la mémoire. Nous voyons beaucoup de gens attirés par des techniques de respiration, des formes de yoga différentes, afin de calmer le mental et les pensées. Si nous aspirons tant à nous libérer de l'emprise du mental, c'est que nous en souffrons. Lorsque nous sommes pris dans le manège de nos pensées, nous ressentons l'espace en nous se rétrécir. Nous entrons dans la boîte que crée instantanément le mental lorsque les pensées sont actives. Alors, une espèce d'enfermement psychologique se produit. Les pensées incessantes absorbent toute la lumière de notre conscience et nous perdons la liberté de porter notre attention où bon nous semble. N'est-ce pas cela la liberté ? Ne plus être soumis à aucune force à l'intérieur de soi et être libre de porter notre regard où bon nous semble. Voyez cela en vous, lorsque nous sommes pris dans le manège de nos pensées et que quelqu'un nous sollicite à l'extérieur, nous devons comme nous extirper du puissant vortex que crée le manège du mental. Alors une question se pose. Comment pouvons-nous prendre un recul vis-à-vis de ce phénomène à l'intérieur de nous afin de nous en dégager et nous libérer de son emprise? En commençant à porter des regards sur le phénomène lui-même. C'est en devenant le témoin, en portant notre attention sur le mouvement de nos pensées, que le manège des mots et des images du mental va naturellement perdre en puissance. Chaque être humain a la capacité de porter des regards en lui et de découvrir son univers intérieur. Mais très peu d'entre nous utilisent ce pouvoir. Aussi, lorsque l'on demande à quelqu'un de porter des regards en lui, la chose paraît difficile, voire impossible, et la personne se sent comme perdue. Plus nous pratiquerons ce que j'appelle le soi-regard, et plus cette action de l'esprit nous sera facile et deviendra très vite une seconde nature. En prenant conscience de nos pensées, nous prenons un recul vis-à-vis d'elles. Nous créons alors un espace, un champ de conscience où un observateur va pouvoir porter des regards. C'est grâce à cet espace créé en soi, à ce recul, qu'un dégagement progressif va se produire et que nos pensées vont perdre en puissance. Vous constaterez que lorsque la conscience prend conscience du phénomène des pensées, alors l'activité et la puissance de celle-ci diminuent en intensité. Les pensées se dissipent, tels de petits nuages, et peuvent même totalement s'arrêter. Bien entendu, cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais en maintenant l'éveil de l'esprit, une attention bien présente, focalisée dans notre dimension intérieure, alors cela s'accomplit. Toute notre vie, nous avons créé des champs de conscience, sans être conscients de ce que nous faisions. Comment avons-nous pu assimiler tout ce que nous avons appris durant notre vie? En créant sans cesse des champs de conscience. Le problème est que nous n'avons aucun champ de conscience relatif à ce qu'il se passe dans notre dimension intérieure. Pourquoi cela? Tout simplement parce qu'aucun regard n'a jamais été porté. Ne comprenant pas que l'essentiel réside en nous, alors nous le délaissons. Nous délaissons l'intérieur et ne faisons que nous préoccuper du moi et des objets de ses désirs. Lorsque nous abordons le mental, une notion de mémoire entre en jeu. Nous savons que nous touchons à un aspect mémoriel de notre être. Mais le mental n'est pas qu'une simple mémoire. Notre mémoire n'est pas un simple enregistrement neuronal, tel un enregistrement sur une bande magnétique ou sur un support analogique. Notre mémoire vit en nous. Les sujets auxquels nous pensons, nos souvenirs, la mémoire que nous employons dans notre vie quotidienne emmagasine de l'énergie. Les sujets auxquels nous pensons le plus souvent s'imposent ensuite d'eux-mêmes dans notre mental.
Les événements qui ont marqué notre vie, émotionnellement, sentimentalement, reviennent également hanter le champ de nos pensées et planent dans nos esprits. Nous voyons bien qu'il se passe des choses en nous, dans nos profondeurs subconscientes. Cette dimension paraît bien obscure lorsque l'on tente de porter des regards en soi. Le mental, notre mémoire, nos pensées, nos souvenirs vivent en nous. Il va falloir être très attentif à ce phénomène et comprendre que penser n'est pas un acte anodin. En effet, chacune de nos pensées a des conséquences dans notre vie, dans le champ même de notre conscience. Elle a également une incidence dans la conscience collective humaine. Notre sensibilité, ce que nous éprouvons mentalement, sentimentalement, dépend de la nature de nos pensées, de notre vision du monde. Aussi, il est crucial de voir clair en soi et de mettre de l'ordre dans notre vie. Les pensées ont également des conséquences dans nos décisions, puis dans nos actes, et bien souvent, nous sommes poussés par des forces qui sont elles-mêmes le produit de nos pensées. Nous serons éternellement les jouets de notre mental, de nos pensées, et serons sans cesse abusés par nos sentiments. Car ce que nous pensons, nous le vivons. Et parce que nous ressentons ce que nous pensons, alors nous y croyons. C'est une terrible illusion que de croire en ce que nous ressentons, car notre mental a enregistré des sommes invraisemblables d'erreurs, et cela trouble fatalement notre vision, nos pensées, nos sentiments. Notre âme sait et sent intuitivement qu'il y a des erreurs, et elle en souffre profondément. Alors elle se tourne vers l'esprit afin que celui-ci l'éclaire et lui révèle ce qui est vrai. La vérité n'est visible qu'en esprit, dit-on fort justement. La vérité est en dehors de toute conception mentale obscure, et chaque être humain a la capacité de se servir d'une lumière que nous appelons conscience, et de voir par lui-même ce qui est juste ou ce qui est faux. Au-delà des mots, au-delà des images, il y a une force. Est-ce que vous sentez en vous des choses qui vous poussent à penser ou une force qui fait que vous ne pouvez pas vous arrêter de penser ou... Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a des moments où il peut y avoir des pensées, mais ce sont des pensées légères, on pourrait dire. Des pensées qui se succèdent les unes derrière les autres par affinité, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'elles ont un point commun, je remarque, elles ont un point commun. Par exemple, le mot, si je dis bleu, peut me faire penser aux nuages. Et les nuages, je ne sais pas, peuvent me faire penser à la météo. Voilà, il y a des points d'affinité entre certains mots et les concepts qui sont liés aux mots. Ce qui peut expliquer parfois l'enchaînement de certaines pensées un peu décousues, comme ça, sans fil conducteur. Et puis, il y a un autre type de pensée, où là, c'est vraiment un point particulier, un point de mémoire particulier, autour duquel tourne la pensée. Alors, par exemple, si je me suis disputé avec un collègue au travail, je vais avoir la mémoire de cette dispute et il peut se passer la chose suivante, c'est que je vais commencer à tourner autour de cette trace laissée par la discussion ou la dispute ou le conflit, et là je peux sentir ce que tu appelles une force, c'est-à-dire quelque chose
comme une rancune, quelque chose qui voudrait dominer, qui n'a pas pu dominer, voilà, quelque chose d'instinctif un petit peu, qui se fixe et qui, sur un point de mémoire, une trace laissée, et Attention, qui après, tourne autour. on va essayer d'éclaircir un petit peu traces laissées Ouais, et mental c'est ça. et souvenir, disons. La trace laissée, on est plein de traces laissées partout. Il y a des traces laissées dans notre cerveau, il y a des traces laissées dans notre mémoire sensible, émotionnelle, il y a des traces laissées dans notre intellect, il y a des traces laissées partout, dans nos cellules, dans les cellules de notre corps. Ça, ce sont les traces laissées. Mais lorsque on se souvient de quelque chose, évidemment, tu vas me dire, mais ce sont les traces laissées que l'on contacte. Mais à cet instant où l'on se souvient, c'est un état de vie vécu. Ce ne sont plus que des traces laissées. Oui, c'est la trace laissée vécue. Oui, Éveillée. oui, elle est à ce moment-là un reflet manifesté dans le champ de la conscience de ce qui est contenu en elle, de ce qui est contenu dans la trace laissée. La trace laissée, lorsqu'elle est éclairée, elle restitue dans le champ de la conscience un état de vie vécu, et cet état de vie vécu, c'est un souvenir. Moi, j'ai remarqué hier, bon, je sais qu'il ne faut pas regarder la télé trop tard Ouais. le soir, mais c'est vraiment, j'ai regardé, il était un film très intéressant et j'ai regardé comme si je regardais la télé, c'est la mémoire spontanée, juste je regarde la télé. Ouais. C'est il y a comme des capacités que je peux regarder la télé, je peux écouter les voix, le son, mais après, et plus comme il était très tard, la nuit, ça vraiment, ça a laissé quelque chose, comme laissé les traces dans les mémoires. Et j'ai fermé la télé et j'ai commencé un peu de penser, de sujets, de films, Voilà. de qu'est-ce que j'ai vu. Et après, même j'ai vu dans mon rêve le sujet de film, Ah, oui. et comme c'est moi, j'ai participé dans ce sujet de ce film. Ça, c'est déjà, c'est parce que c'est vraiment, c'est de grande intensité qu'il a laissé les traces dans mes mémoires, et c'est passé les mémoires spontanées et les passé des mémoires contactées. Et plus ça a laissé les traces, et j'ai vécu le sujet de ce film Dans les rêves. même dans mes rêves. Oui, alors C'est passé quelque chose. on voit une autre forme de mémoire, C'est de comme une mental. autre forme spontanée, il est passé de mémoire contactée. Contacté. C'est intéressant. Et il y a une chose dont tu parles, c'est de l'intensité. Oui. Alors, j'aimerais lire un petit passage du livre. Ça fait justement référence à l'intensité. Voilà, je vous lis le passage. Nous devons vivre un instant de vie pour que des traces soient enregistrées dans le champ de notre mental. Nous ne devons pas perdre de vue que ce sont les états de vie vécus. Alors, je parle des niveaux de conscience. Perception, sensation, émotion, sentiment, pensée, qui impriment le mental en lequel s'enregistrent des traces laissées. La vie est le grand imprimeur. Chaque état de vie vécu imprime l'instant vécu dans une matière vierge, et des traces laissées restent imprimées dans cette matière vierge, et après on peut y retourner. Nous, les êtres humains qui avons la capacité de penser. Un animal, lui, ne peut pas le faire. Il n'a pas la capacité de penser, d'utiliser les mots. Ce sont les mots qui vont nous permettre de retourner à nos souvenirs. Chaque état de vie vécu imprime, par son intensité, tous les niveaux de notre être.
C'est l'intensité d'un état de vie vécu qui va imprimer plus ou moins fortement les traces laissées. Ce qui est rigolo, c'est que les traces laissées enregistrent tout, jusqu'à l'intensité même des états de vie vécus. Tu as certainement vu, Irina, hier soir, un film qui t'a impressionné. Tu vois, impression, ça fait aussi référence à la mémoire. Impressionné émotionnellement ou sentimentalement, voilà. À tel point que la nuit, un rêve a surgi. Donc, on a aussi cette mémoire, elle nous travaille jusque même la nuit. On voit que c'est l'intensité qui imprime dans ce que j'appellerais une matière vierge. Dans notre cerveau, il y a des milliards de neurones vierges, une matière vierge, une matière cervicale vierge, je ne sais pas comment on peut l'appeler, en attente d'être imprimée. Ben, c'est un peu partout pareil. Alors, on a une mémoire émotionnelle, une mémoire sentimentale, la mémoire de nos goûts, de nos appréciations sensibles, et la mémoire de nos idées, comme on a parlé tout à l'heure. Alors je continue mon petit texte. Lorsque vous mangez un gâteau ou faites une promenade en forêt, il n'y a pas un seul aspect de vos têtes qui ne laisse des traces dans une matière vierge. Ainsi, nous pouvons parler de mémoire de l'esprit, les concepts, de mémoire de l'âme, les états sensibles, de mémoire du vital, les mémoires du corps physique. Chacun de ces plans de vie est un univers défini qui possède son propre champ mémoriel. Tu peux me dire, tiens, j'aime bien un tel, j'aime pas un tel, voilà. Ou j'aime bien le gâteau au chocolat, ou je préfère les gâteaux à la fraise. Donc, on a la mémoire de nos préférences en termes de sensations, en termes de sentiments, en termes d'idées. On a les idées qu'on préfère à d'autres, des choses qui font référence à notre vision de la vie, à comment on voit la vie aussi ou là. Ce mental est là, cette faculté mémorielle est là aussi. Évidemment, il y a un problème qui va se poser avec cette mémoire, c'est que il y a un mental mécanique qui nous subjugue, on se voit sous l'influence de ce mental et on subit finalement notre mental. Et souvent, on se dit, j'aimerais bien arrêter de penser, mais je ne peux pas arrêter de penser. Allez-y si vous avez des choses qui vous viennent. C'est chaque fois je pose des questions, comment on peut être libre de mental. Comment on peut s'arrêter de penser, comment on peut... C'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a des problèmes de cœur, dans notre corps. Et si tu commences à souffrir, tout de suite, le mental qui vient, et tu penses beaucoup, et c'est encore, tu peux aggraver des problèmes. C'est une bonne question parce que c'est vrai qu'on a envie de se libérer de ce mental. Le mental, c'est un phénomène en nous que l'on subit. On subit ces pensées, ces mots, ces images, ces sentiments, ce monde virtuel, parce que c'est un monde virtuel, le mental contacté. Combien de fois on peut se dire, mais finalement, j'ai pas besoin de tout ça. Si le mental pouvait s'arrêter maintenant. En tout cas, j'ai remarqué que si on est attentif quand le mental se met en route et qu'on prend l'habitude, ce qui n'est pas facile, d'être attentif à ce moment où le mental commence à se mettre en route et à tourner autour d'un sujet particulier et à augmenter la puissance du sujet en question, j'ai remarqué qu'au bout d'un moment, je répète, c'est pas facile, mais si on fait attention, on arrive à être attentif au moment où le mental se met en route,
sur un point particulier, j'ai remarqué que petit à petit, ça se fait avec le temps, petit à petit, eh bien, on va devenir de plus en plus conscient de ces moments-là. Et justement, ça va permettre d'arrêter le mental ou de ralentir le mental avant qu'il ne prenne de la puissance et que ce soit pratiquement plus possible de l'arrêter. Donc si on est attentif dans l'éveil de ces moments où le mental se met en route, à un moment donné, eh bien ça va permettre d'arrêter le mental beaucoup plus rapidement qu'avant qu'on fasse ça.